Bonjour, avant de commencer ce nouveau mensuel de janvier 2022, il est de coutume de vous souhaiter les meilleurs vœux. Et donc, c'est au nom du Centre Pompidou que je me permets de vous adresser le meilleur possible pour cette année 2022. En des temps compliqués, ça ne fait après tout pas de mal que de recevoir des vœux même institutionnels. Alors, au programme de ce mensuel de janvier, eh bien, qu'est-ce qui peut rassembler à la fois le livre de la jungle et une chocologue? C'est l'artiste Pierre Bismuth qui est exposé en ce moment même dans l'espace du musée. Et nous allons passer 1 heure avec et autour de Pierre Bismuth pour comprendre la singularité extrême de la démarche de cet artiste contemporain. Avec Jean-Pierre Criqui, le conservateur et commissaire de l'exposition, avec Pierre Bismuth lui-même, avec aussi des invités qui porteront leur regard sur l'œuvre de cet artiste extrêmement singulier. A tout de suite. Bien, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va? Très bien. Bon. Alors on est donc réunis avec toi ce soir à l'occasion de ton exposition qui est présentée depuis le 16 octobre dernier dans la Galerie Zéro, au 4e étage du Musée national d'art moderne. Exposition qui s'intitule Pierre Bismuth, tout le monde est artiste, mais seul l'artiste le sait. Je m'étais dit que peut-être, à titre d'exercice, j'aurais pu te poser exactement les mêmes questions que celles que je t'ai posées pour l'entretien qu'on a publié dans le catalogue, de manière à voir ce que tu aurais pu répondre et où serait venue se situer la différence avec la version imprimée. Alors, je dirais que on va parler de l'exposition elle-même, on en voit pendant qu'on parle des diverses expositions. Il me semble qu'on pourrait tirer 3 fils de ton œuvre et donc de cette exposition. Le premier fil, ça serait celui du cinéma, de ce que tu fais avec le cinéma. Le deuxième fil qui, moi, m'intéresse chez toi depuis longtemps et que je trouve particulièrement prégnant et intéressant aussi, au même titre que le cinéma, c'est celui du nom propre. Et puis le troisième, c'est celui, je dirais, de la nourriture ou des comestibles ou sous-ensemble des produits industriels aussi, qui ne sont pas tous forcément ingestibles. Alors on va peut-être commencer par le cinéma, parce Alors, que... je te propose, oui, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le premier fil, le nom propre, et de mettre le cinéma en deuxième? Très bien. Alors, le nom propre, j'allais y venir parce qu'il est dans le titre de l'exposition. Finalement, on était forcé de mettre ton nom. J'attends qu'on fasse un jour une exposition monographique sans mettre le nom de l'artiste. Comme tu sais, sur, je sais pas, Blonde on Blonde, sur la pochette, il n'y avait pas marqué Bob Dylan, il y avait juste une photo. Mais bon. Donc, le nom propre, Pierre Bismuth, mais... Ça, celui-là, il était un petit peu... il allait de soi, mais le sous-titre, tout le monde est artiste, mais seul l'artiste le sait. Ça, faut peut-être en dire 2 mots, non? Donc ça, comme tu l'avais bien noté dans l'interview du catalogue... Tu t'en souviens, donc? Oui, mais tu sais, ce serait très compliqué pour reprendre ton idée de refaire les mêmes questions. Il y a des choses que je n'arrive à penser que quand je les écris. Donc je serais bien incapable de répondre, ou en tout cas aussi bien que je l'ai fait dans le catalogue. Tu es content de l'entretien? Très content. Oui, je vois. Très content. C'est bien. Oui. Et toi aussi d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Oui. Donc le titre vient d'une phrase de Beuys, « Chaque homme est un artiste ». Et c'est une... Chaque être humain est un artiste. C'est pas spécifié masculin ou féminin. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse très attention à le préciser. C'est simplement le résultat d'une réflexion que je m'étais faite au moment où je découvrais cette phrase quand je vivais à Berlin. Et je me disais que c'est vrai, mais finalement, qui a conscience et qui s'intéresse à cette question-là à part les artistes eux-mêmes, et donc C'est vrai. Et même, est-ce que la phrase est vraie, finalement? Parce que est-ce que c'est intéressant? J'y crois, moi, en tout cas. Oui, enfin, est-ce que c'est intéressant que tout le monde soit artiste? Si on sait, par exemple, on va parler de chocolat dans 1 minute, on pourrait dire tout le monde est cuisinier, mais seuls les cuisiniers le savent, par exemple. Qu'est-ce que les artistes ont de particulier dans cette espèce de syllogisme? Je pense que ça veut dire que nous avons tous la capacité à être créatifs. Et ce que veut dire le bout de phrase que j'ai rajouté, c'est
c'est que tout le monde ne l'est pas. Exactement, ça ne concerne que ceux qui ont envie de s'engager dans cette problématique, dans ces questions-là. Oui. Mais le potentiel, effectivement, est sans doute là. Est-ce que c'est intéressant? Oui, moi, ça me semble effectivement important de le savoir. Alors, le nom propre, si on passe le premier stade du tien, qui était le plus évident, le nom propre, il y en a beaucoup dans l'exposition. Je vais prendre simplement 2 exemples. Il y a un papier peint qui est sur un des murs latéraux de l'exposition, qui est un papier peint fait du mélange de noms propres d'artistes assez connus, qui sont d'abord présentés selon la règle, selon le nom de ces artistes, et puis après par une espèce de décalage des laits de papier peint. Daniel Buren devient Daniel Duchamp, ou Marcel Duchamp devient Marcel Oppenheim, et il y a Mérette, je ne sais pas quoi, etc. Finalement, c'est assez confus dans ta tête, l'histoire de l'art, non? D'abord, il faut expliquer un principe de travail qui est que j'ai très peu moi-même d'idées qui ne viennent pas d'une forme de commande. C'est-à-dire que mon principe, c'est de laisser les gens me faire des demandes. Et dans ce cas-là, le papier peint, c'était une galerie italienne qui avait une relation de travail avec un fabricant de papier peint et qui voulait voir si elle pouvait intéresser des artistes à faire des papiers peints. Et donc, elle m'a demandé si j'avais une idée de papier peint. Je ne me suis jamais posé la question de savoir... Je ne m'étais jamais intéressé avant ça de faire du papier peint. Il m'a semblé qu'il y avait une caractéristique qui n'était jamais exploitée, c'était de créer de mal le poser. De créer des changements dans les motifs en décalant les laits. Et pour ça, il faudrait... Donc, en général, les papiers peints, ils ont une laie, et le côté gauche se raccorde avec le côté droit. Et j'ai réalisé que si on faisait un motif qui n'était pas le même à gauche et à droite, on pourrait créer des variations assez importantes d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on décale, on peut créer. Et puis j'ai cherché des motifs, et puis finalement, je suis retombé sur les prénoms. Et ça m'a amusé. Donc, les prénoms et les noms, quoi. Et les noms, oui, bien sûr. Ça s'appelle d'ailleurs Le sommeil de la raison. Hein, oui, pour reprendre le titre d'une autre. Le titre d'une série célèbre de gravures de Goya, Marcel Goya, bien sûr. Le sommeil de la raison engendre des monstres, dit le titre de Goya. Alors, deuxième occurrence du nom propre pour avancer. Et c'est une œuvre inédite, une des plus importantes et volumineuses de cette exposition, une œuvre nouvelle, c'est la voiture, le portrait du collectionneur. Je vais peut-être te laisser raconter comment le processus de l'œuvre, mais en tout cas, on peut dire que la sellerie intérieure de la voiture, les sièges, le ciel, comme on dit, est imprimé de noms propres d'artistes. Il y a, comme tout le monde le sait, beaucoup de collectionneurs en Belgique, et il y en avait un très important, un des collectionneurs importants en Belgique, Herman Dalen, qui était connu pour avoir beaucoup soutenu les artistes conceptuels. Et Herman avait une Saab 900 et dont je sentais, il y a quelques années, qu'il n'allait pas la garder tout le temps. Et donc je lui ai dit, un jour, on était ensemble dans la voiture, on revenait d'Anvers, si un jour tu peux te débarrasser de ta voiture, ça m'intéresse. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà... on va changer de voiture, est-ce que ça t'intéresserait de faire un échange? Et donc j'ai intégré sa collection et j'ai récupéré sa voiture. Non, contre une œuvre. Oui, contre une œuvre. Oui. On a utilisé cette voiture de nombreuses années, au moins une dizaine d'années. Elle commençait à être fatiguée et un peu cassée partout. Et en réfléchissant au nombre d'artistes que cette voiture avait sans doute transporté, au fait que je l'avais moi maintenant conduit, que c'était un grand collectionneur. Je trouvais ça amusant déjà. Je me suis dit qu'il fallait peut-être, plutôt que de l'amener petit à petit à la casse, d'en faire une œuvre. Et puis j'aimais bien l'idée de fétichiser l'objet du collectionneur, puisque d'habitude c'est plutôt le collectionneur qui fétichise l'objet de l'artiste. Et donc j'ai commencé à réfléchir à
à ce qui pouvait être fait. Et puis on avait besoin on avait discuté ensemble de la possibilité d'avoir quelque chose d'assez monumental dans l'expo, donc je me disais que c'était intéressant de ramener cette voiture. Et voilà, donc c'est comme ça que l'idée de faire la sellerie et le ciel de l'auto, donc la partie intérieure du toit, en imprimant avec une sorte de motif, aussi un peu de papier peint d'ailleurs, de motifs. En croisillon, un peu comme ça. alterné, d'y inscrire tous les noms des artistes de la collection d'Herman Daled. Alors, ce qui est amusant avec cette œuvre, c'est que finalement, d'abord on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de voitures qui finissent dans des collections, mais il y a peu de collections qui finissent dans des voitures. Donc ça c'est un cas... J'aimais bien l'idée de poser son cul sur une liste d'artistes, tout en... Tu veux dire l'œuvre des autres, tu t'assois dessus ou je trouve que ça correspond bien à l'idée du collectionneur, qui est à la fois est le vecteur qui permet de faire exister des artistes, mais il pose ses fesses quand même dessus un peu, parce que voilà. Alors plus sérieusement, la voiture qui contient la collection, en tout cas sous la forme de la liste des patronymes des auteurs des œuvres qu'elle contient, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu finalement avec le musée. C'est une espèce de petit musée à l'intérieur du musée, la voiture, et c'est quelque chose qu'on retrouve à d'autres occasions dont on travaille, évidemment dans le papier peint qu'on vient de citer, sous une forme au départ régulière et puis après burlesque ou monstrueuse. Et puis dans d'autres choses, je me souviens il y a quelques années, quand on l'avait mis en couverture d'un numéro des cahiers du Musée national d'art moderne auquel tu avais participé. C'est cette œuvre où tu interviens dans une galerie en écrivant à la bombe des noms d'artistes sur le mur. C'est un peu comme si, à la place de leurs œuvres, d'une certaine manière, comme s'ils n'étaient là que par le nom propre. Mais ça renvoie à la question de... Tout le monde est artiste, mais seul l'artiste le sait, d'une certaine manière. La première fois... Donc, en fait, le démarrage de cette série, c'était un jour de neige. Je m'étais amusé à marquer, j'ai aucune idée de pourquoi, le nom de Dan Flavin sur le pare-brise d'une voiture avec mon doigt sur la neige. La photo est dans l'expo. La photo est dans le... Et ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est bizarre de voir le nom de Dan Flavin dans la rue comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, j'ai commencé après à faire des graffitis à la bombe dans des quartiers de Bruxelles très populaires, où j'étais absolument certain que Ed Rouchet ou Gabriel Orozco, je ne sais plus quels étaient les noms, Paul McCarthy, tout à fait inconnu. Ça me semblait être un choc assez intéressant, et c'est de là qu'est partie la série. Donc ça s'appelait, pour reprendre le titre de Warhol, les Most Wanted Men. Et j'ai fait ensuite après une déclinaison où les noms étaient tagués. Là c'était un peu différent parce que c'était sur la valeur la valeur et la valeur du nom des artistes. Parce qu'à l'époque, dans la version galerie, je demandais à des advisors de me donner les listes des artistes les plus importants du moment. C'est de là qu'est venu le Hot Names. Voilà, j'allais y venir. Exactement. Parce qu'à l'intérieur de ce numéro dont Pierre a fait la couverture avec une photo de cette intervention à la bombe sur le mur d'une galerie, il y avait une série de lui particulièrement savoureuse et amusante qui s'appelle Hot Names on Thermal Paper. Des noms chauds, des noms brûlants, des noms, mais au sens un peu de l'attraction aussi, sur du papier fax où tu avais écrit le nom de divers artistes, enfin, ceux que tu viens de citer, je suis un d'Ed Rouchet par exemple. Avec différentes techniques pour brûler. Avec différentes sources de chaleur sur du papier. Donc avec des variations sur les sources de chaleur qui à chaque fois créaient une aura, une forme différente, donc selon que c'était à la cigarette ou au briquet ou au sèche-cheveux avec comment on dit, un cache, je ne sais plus comment on dit. Et donc, donc ça crée à chaque fois des formes et des qualités tout à fait. Ce qui m'avait beaucoup plu, outre le recours à un support tout à fait déjà désuet à l'époque, on parle
d'un numéro des Cahiers du MNAM du millénaire précédent quand même. Enfin bon, déjà le papier fax était un Oui, un ça a été objet très compliqué à trouver d'ailleurs. Voilà. J'avais du mal à le trouver. Alors il faut savoir que c'est des œuvres qu'il faut garder dans l'obscurité, ce qui est assez Bien drôle sûr, aussi. ouais. Parce que, et même malgré tout, ça s'efface quand même. Ouais. Et le moins drôle, évidemment, il m'avait semblé, c'est que tu t'appelles, on en revient au nom propre, Pierre Bismuth. On sait bien que le bismuth, c'est ce qui sert dans tous les médicaments traditionnels contre les brûlures d'estomac. Donc, ça m'avait semblé être une conjonction qui t'avait échappé, sans doute. Non. Non, bon, très bien. Alors, je suis rassuré quant à l'intention. Mais l'ulcère se soigne très bien. Oui. Maintenant, sans bismuth. Alors, voilà. Sans bismuth, c'est un bon titre. Il faudra peut-être que tu l'utilises un jour. Mais si on en vient au cinéma et en restant finalement à l'entrée de ton exposition, la première chose qu'on y voit, c'est la seule œuvre de toi qui a longtemps... la seule... longtemps été la seule qui appartenait aux collections du MNAM, qui est une immense... impression sur papier d'un dessin en suivant la main droite de Marilyn Monroe. Je veux dire, là on a une espèce de Sol Lewitt en état d'ébriété, je dirais, peut-être. Je me souviens très exactement à quel moment j'ai démarré cette série. J'étais à Londres, je m'emmerdais terriblement et je regardais, il y avait un James Bond qui passait à la télé, ouais. Et j'ai commencé à être obsédé par le nez de Sean Connery. Et je me suis dit que ce serait intéressant de le suivre. Et j'ai commencé à suivre le nez avec un crayon en écrivant directement sur l'écran de la télé. Et ça me semblait intéressant, mais j'ai pensé que ça ne pouvait pas être sérieux de suivre le nez d'acteur. Et donc, c'est comme ça que la série a démarré. Mmh. Et puis, pourquoi est-ce que je me suis fixé sur les... Parce qu'il n'y avait que des femmes au début. Donc, Freud... est le premier homme de la série. Il y a eu 3 hommes en tout. Il y a Freud, Lacan et Elvis Presley. Ah, mais on n'a jamais vu. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est un inédit. Oui. Non, il y a eu une photo d'Elvis Presley, très, très belle image d'ailleurs, et un film sans le film. Donc on entend juste le morceau et on voit le geste, la trace se faire en... Ah, mais j'ai bien fait de venir, j'apprends des choses ce soir. Tu l'as déjà exposé, ça? Oui, absolument. Ah bon, oui. Très bien. Et donc, au début, je ne prenais que des femmes. D'abord parce que je crois que ça faisait clairement référence à la peinture gestuelle, qui est plutôt un truc de mec. Et donc, ça me semblait rigolo de créer le corpus, de créer des œuvres de toutes ces actrices qui ont tellement marqué le cinéma. On en a reproduit une de ces photographies et une de ces actrices. C'est, à mon avis, une des plus belles images de la série. C'est Catherine Deneuve, qui est en couverture de ton catalogue. On a reproduit son image en couverture du catalogue dans Belle de jour, de Buñuel, en 65, si je me souviens bien. Et à côté de Lacan, le film de Lacan, tu suis la main gauche de Lacan, et comme tu me l'avais rappelé il n'y a pas longtemps, il y a du reste un séminaire où Lacan recommande à ses auditeurs d'aller voir Belle de jour. Hein, donc, c'est ce que raconte Carrière. Il dit, si vous voulez comprendre quelque chose sur le fantasme féminin, il faut aller voir le film de Buñuel. Ouais. Alors si on laisse les fantasmes féminins et qu'on passe au fantasme alimentaire ou de l'ordre de la consommation, on peut peut-être évoquer ce dernier trait. Alors c'est drôle parce qu'en venant, là, j'ai croisé une publicité, il y a un nouveau cheeseburger dans je ne sais plus quelle chaîne, et le slogan c'est « À fond la fourme ». Et je me suis demandé si tu étais un artiste fourmaliste, finalement. Mais par contre, c'est pas une pièce sur la consommation du tout. Oui. Pour te reprendre. Oui, non, mais... Ouais. C'est des consommables, mais toi, tu ne les consommes pas. Enfin, il y a quand même du chocolat. Non, je dirais que pour moi, c'est presque la pièce qui est le moins sur la consommation de tout. Mais alors, tu parles de quoi? Du chocolat? Du chocolat, Ah oui, mais il y a d'autres choses dans l'exposition, parce que, par exemple, il y a ces sortes de vitraux qui sont faits avec de la confiture. Peut-être ça, tu peux nous en dire un mot. Et puis, il y a même dans la plateforme circulaire que tu as faite, avec ces très beaux... liquide dans des vases, il y a un peu d'alcool, de boisson. Mais c'est des pièces très différentes parce qu'en fait, les pièces qui sont basées sur le fait que je cuisine, c'est une chose. Et ça, c'est vraiment lié sur, je pense, l'idée du déplacement de l'activité. Étant un artiste qui n'a pas une pratique d'atelier classique,
et que je passe finalement, j'ai remarqué que je passais finalement, la seule chose que je fais au quotidien, c'est faire la cuisine. Au lieu d'aller peindre tous les jours, je fais la cuisine. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être, au lieu d'essayer d'aller à l'atelier tous les jours, simplement intégrer cette pratique quotidienne et d'en faire mon travail artistique. Donc ça, c'est une chose. Les pièces qui mélangent la nourriture avec des matières industrielles, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est l'idée de créer des sortes de monstres industriels qui sont uniquement basés sur la possibilité de mélanger deux techniques, deux matériaux industriels ensemble. Qui ne vont pas ensemble, qui n'ont aucun intérêt ensemble. Ça n'apporte rien. Comme Daniel et Duchamp, d'une certaine manière. Ça apporte c'est aussi deux choses qui ne vont pas ensemble. Exactement. Ouais. Donc, le polyéthylène et le goût de poulet industriel, ça n'a aucun intérêt, mais c'est possible, donc on le fait. Et le double vitrage rempli de confiture. Alors, j'avais essayé du jus d'orange, mais ça fuit au bout d'un moment. Donc, et puis, ça pourrit aussi. Ce qui pouvait être intéressant, mais comme ça fuyait, donc c'était quand même pas pratique. Là, ça tient bien le coup, je trouve. Hein, oui, parce que j'ai chargé en acide citrique. Ah oui. Tu as un peu... J'ai chargé en acide citrique. Mais donc voilà, donc c'est tout. J'aurais pu remplir de peinture, mais il me semblait que, comme je suis engagé effectivement dans d'autres pièces avec la nourriture, ça me semblait plus logique d'y mettre de la confiture. J'ai aussi fait de la confiture. J'ai fait de la confiture, donc oui, Marcel Duchamp faisait du chocolat, mais toi aussi, du coup. Et alors le chocolat, mais donc le chocolat qui. Mais il y avait une troisième pièce. Ah oui, les vases. Les vases, c'est tout à fait autre chose. Les vases, c'est vraiment c'était juste par rapport au fait qu'on doit aujourd'hui, quand on passe la sécurité dans l'aéroport, éliminer les liquids and gels de son sac. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase. Et je me suis dit, est-ce que dans 5 ou 10 ans, on comprendra encore qu'est-ce que c'est liquid and gels? D'ailleurs, j'aurais dû... Enfin, ouais, c'est pas grave. Mais bref, donc je me suis dit qu'il faudrait... Est-ce qu'il y avait moyen de faire une pièce avec ce titre? Et je me suis dit, oui, simplement, comme tous ces produits sont assez beaux, il y a des couleurs incroyables, de remplir par des quantités prohibées des choses, simplement faire des variations colorées à base de vases et de produits vaisselle et d'alcool. Et c'est très joli. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre qui toucherait au comestible dans ton travail, qui ne serait pas dans les premières peintures, de cuisine, de fiches alimentaires, de fiches cuisine de magazines féminins, qui, là, c'était une réflexion sur l'idée. Moi, je connaissais à l'époque un ami à moi faisait de la photo pour ce type de choses, et c'est intéressant parce qu'il se réfère évidemment à la peinture, à l'histoire de la peinture, pour faire des compositions. Et donc, toutes ces compositions de fiches cuisine sont très clairement liées à la picturalité, à la peinture. Et donc, je me suis dit que finalement, c'était logique de ramener ça à la peinture en les recopiant à la peinture à l'huile. On parle beaucoup de cuisine pour la peinture, hein, la cuisine du peintre. Alors, effectivement, pour garder un pied dans la cuisine, l'idée était de les peindre dans un temps limite. Donc, je m'étais fixé les petites toiles comme ça. C'était 5 minutes, parce que quand on cuit, on n'a pas tout le temps. Il faut aller vite. Et donc, ça, c'était un peu l'idée. C'était de peindre dans un temps très, très limité. Puis, il y avait eu plus tard, après les peintures que tu évoques, il y avait eu cette soirée assez singulière au musée du judaïsme à Paris, où là aussi... exact, oui, c'est vrai. Ça, c'était assez... Là, il y avait aussi Freud, la psychanalyse, il y avait c'est un chef-d'œuvre, en fait. Il y avait tout réuni, c'était ton apogée, mais ça n'a duré qu'un soir. Oui. C'était l'idée de faire à l'invitation du musée, de faire une psychanalyse en public. Et donc, on avait fait une énorme scène légèrement surélevée, avec un cordon qui m'assurait que le public était suffisamment éloigné. Et il y avait donc un divan, un psychanalyste très connu, Jean-Pierre Winter. Un cordon bleu ou un cordon de quelle couleur? Un cordon lumineux jaune. Jaune. Et puis, comme la séance ne pouvait pas durer 7 heures d'affilée, je cherchais comment on pouvait interrompre la séance. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir
une cuisinière juive tunisienne qui préparait des plats que mes parents cuisinaient quand j'étais gosse. Comme, par exemple, les Je plats. ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas des plats? La shakshuka ou... Tu te rappelles de ce que tu mangeais pendant ton enfance? La shakshuka ou du poulet au gombo ou des choses. Mais je ne sais plus ce qu'elle avait fait ce soir-là. C'est une bonne question d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas gardé. Et donc l'idée, c'était qu'on a fait un petit set comme à la télévision. On a recréé une petite cuisine avec des caméras qui la filmaient de tous les côtés. Ça sentait très bon en tout cas. Ça sentait. T'étais là? Oui, oui, bien sûr. Ah d'accord, oui, ça oui, sentait très bon. Et c'était magnifique. Et donc une fois que Jean-Pierre Winter, André Zana, je crois qu'elle s'appelait, elle est connue en plus, la personne qui cuisinait. Elle était très connue. Elle a fait un très bon livre de cuisine sur la cuisine juive tunisienne. Et donc, il interrompait la séance et on allait lui poser des questions à la cuisinière pour voir ce qu'elle était en train de préparer. Elle nous expliquait. Et puis, on repartait pour une demi-heure de séance. Et puis, on a fait ça pendant 7-8 heures. Bien. Je crois faut préciser que le public n'avait ni accès à ce que je disais aux psychanalystes, bien sûr, ni à la nourriture. Donc Ah oui, moi j'ai surtout regretté de ne pas avoir accès à la nourriture. Ah mais on a mangé tout après, donc t'aurais dû rester. Ouais, voilà. Alors je crois que notre fil alimentaire nous amène au chocolat et on va passer à la seconde partie de cette soirée où tu vas t'entretenir notamment avec Mathilde Serrel et une spécialiste du chocolat qui s'appelle Victoire Finasse de Vilaine. Voilà, je leur laisse la parole. Bonsoir Victoire Finasse de Vilaine. Bonsoir Mathilde. Merci d'être avec nous. Vous êtes chocologue, donc experte en chocolat et membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Et on a eu envie que vous soyez avec nous pour avoir l'honneur, le bon plaisir de déguster le chocolat de Pierre Bismuth. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur le lien avec le chocolat et notamment sur l'emballage. Il cite lui-même Robert Crumb, qui est un dessinateur des années 60-70, notamment dans le magazine Actuel. Mais il ne travaille pas, lui, Pierre Bismuth, tant sur l'emballage ou comme chez Warhol, sur vraiment le graphisme industriel, mais sur le goût. C'est l'œuvre qui est là, dans le goût du chocolat. Donc on a envie d'avoir votre avis sur ce chocolat et son goût. Mais avec plaisir, je suis là pour ça. Alors vous avez 4 différents chocolats Pierre Bismuth. Vous pouvez ouvrir celui que vous préférez. Vous avez Congo, Tasmanie, Haïti et Panama, avec différents degrés de cacao. Ok. Donc déjà, je trouve que l'emballage est très sympathique et très vivant et très artistique d'ailleurs. Il vient stimuler vraiment les papilles. Donc ça va de... d'ailleurs, c'est tous des 62%. Alors 62%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 38% de sucre ajouté. D'accord. Donc ce sont des chocolats plutôt doux. On parle du fameux 70% de cacao ou 80% de cacao qui sont très intenses. Je regarde évidemment le pourcentage, l'origine. Et après, je découvre ces tablettes avec vous, Mathilde. L'origine, le pays, c'est la fève. C'est le pays voilà, d'où vient la fève de cacao. Donc ça veut dire que les fèves viennent du Congo, par exemple. Et en effet, je vois que les fèves, ce sont des fèves bio. Il y a marqué Virunga amelonado. Donc là, en fait, c'est une espèce botanique du cacao. Donc je trouve qu'il est très précis dans la dénomination des fèves. Récolte 2020. Donc c'est même la plantation du coup Virunga. Donc il nomme vraiment d'où ça vient. Et cette traçabilité, en fait, elle est vraiment synonyme en fait d'une démarche qui va qu'on appelle en fait bean to bar, c'est-à-dire qu'en fait c'est une démarche qui vise à expliquer à la personne qui va déguster, ok, j'ai pris des fèves qui viennent de telle plantation. Et je vais vous offrir une expérience gustative, sensorielle, qui va être typique de cette plantation. Et donc ce qui va être intéressant, c'est justement de voir ce que Monsieur Bismuth a voulu nous offrir avec ces 4 origines qu'il a sélectionnées. Donc j'imagine que pour lui, ça évoque aussi des choses. Donc j'ai hâte de découvrir. Et vous, par exemple, vous savez quel est le goût de cette variété précise du Congo pour pouvoir justement savoir quel est
traitement qui a été réservé aux produits? Alors, je pourrais si... alors, il y a certaines typicités de fèves et de botanique. Là, le Congo, c'est la première fois que je vais le goûter. D'accord. Tanzanie, je connais la plantation, par exemple, cacao Camili, mais là, je vois que c'est une autre plantation. C'est Clombero Valley. Donc, celle-là, je vais la découvrir aussi. Haïti, donc celle-là, je ne crois pas l'avoir dégustée non plus. Et Panama, bah, justement, j'en ai mangé à midi. Mais plantation, bah, celle-là, je ne la connais pas. De Bocas del Toro. Donc, voilà, c'est des plantations vraiment très ciblées. Donc, Donc là, déjà, dans le choix de la plantation, il y a presque déjà un travail d'artiste, en tout cas, de mise en relation. Il y a un travail de sélection, donc d'identification, de sélection. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail pour moi qui est très jusqu'au boutiste, en fait, parce que la majorité des tablettes de chocolat, par exemple, qu'on a en grande surface, on ne nous dit pas d'où viennent les fèves. Et souvent, ce sont des mélanges. Donc, on appelle ça des blends, un peu comme dans le vin. Donc, on va mélanger des fèves de Costa Rica, de Ghana, de Côte d'Ivoire. Et en fait, on va nous proposer une tablette qui a un goût avec un profil sensoriel, et les industriels s'attellent à reproduire ce profil sensoriel pour que vous qui aimiez telle marque, vous avez envie de la retrouver 1 mois après, 6 mois après, etc. Donc là, en fait, ce qui est intéressant dans cette démarche de sélection des fèves, c'est que déjà, on va aller travailler sur une typicité de terroir, aussi de post-récolte, parce qu'en fait, la plantation, voilà, je ne la connais pas, mais elle a un process post-récolte, c'est-à-dire de fermentation des fèves, de séchage, et toutes ces étapes vont influencer le goût du cacao et la qualité. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi quelle est sa recette. Là, je vois qu'il y a donc du sucre ajouté, évidemment, du beurre de cacao rajouté. Donc ça va être intéressant au niveau de la texture. Et puis de la poudre de lait. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça s'appelle pour moi un chocolat noir lacté. C'est-à-dire qu'on est dans un chocolat noir parce que c'est plus de 50% de cacao. Donc ça, c'est la réglementation, on va dire. Et puis là, en fait, le fait de rajouter de la poudre de cacao, ça va apporter une certaine douceur qui va être très agréable. Personnellement, je suis une très amatrice de chocolat au lait. Ah oui. Mais j'aime le bon chocolat au lait. Même donc, si il est plutôt répandu dans l'esprit, en tout cas général, que l'amateur de chocolat est un amateur de chocolat noir, que le chocolat noir est le chocolat de l'esthète par rapport au chocolat au lait qui serait celui un peu de la vulgate ou du chocolat industriel. Mais parce que je pense que les amateurs de chocolat noir, ce qu'ils aiment, c'est un peu comme dans le café. Ils aiment l'épice, le goût de l'épice, le cacao. C'est comme si un amateur de café, c'est vrai que personne ne dit ça, un amateur de café ne vous dit pas « je l'aime noir et serré ». Et pourtant, c'est vrai que le café, il se déguste voilà, lacté, avec de la poudre de cacao. Donc, il y a beaucoup de recettes aussi de café. Mais c'est vrai que dans le chocolat, il y a cette façon de dire j'aime le chocolat, je suis un vrai amateur parce que je prends du noir. Mais c'est parce que je pense que ce qui était offert en grande surface, c'était des chocolats au lait très sucrés. Et donc, du coup, tout de suite, on a mis en dichotomie le chocolat noir corsé avec le chocolat au lait sucré. Aujourd'hui, les artisans font un travail remarquable et offrent des chocolats au lait tout à fait intenses, tout à fait aromatiques, tout à fait cacaotés. Et donc, du coup, on voit de plus en plus, d'ailleurs, de chocolat lacté arriver sur le marché. Alors, en France, c'est assez récent, je dirais que ça a 1 an et demi, donc plutôt récent, mais ça existe en Angleterre et on appelle ça les dark milk. Et en fait, c'est un courant que moi, j'ai suivi dès le début. Et moi qui adore le chocolat au lait, j'adore le chocolat noir aussi. Et c'est vrai que c'est un chocolat qui me plaît. Donc l'œuvre, par exemple, de Pierre Bismuth, qui est un chocolat au lait pour amateurs de chocolat noir, qui vient donc un peu les provoquer et interroger aussi tout le rapport qu'on va avoir et tout ce qui se construit autour de cette consommation, qui est aussi culturelle. On pourrait dire donc aujourd'hui que c'est plutôt soit un dark milk, soit un chocolat lacté. L'un ou l'autre? Dark milk, c'est un anglicisme. Donc voilà, on dirait chocolat lacté. Si on le francise, voilà. Ce serait donc un chocolat lacté. Ouais. C'est un chocolat noir lacté. Chocolat noir lacté pour amateurs de chocolat noir. Ouais. Le travail de Pierre Bismuth en faisant cette recette, c'est intéressant parce que déjà, c'est quand même novateur en France, parce qu'il y en a très peu qui ont dégusté encore ce genre de chocolat. Donc, je trouve que c'est une nouvelle expérience qu'on propose aux amateurs. Voilà, c'est des chocolats aussi, moi j'adore la couleur parce que ce sont des chocolats qui sont beaucoup plus clairs que les chocolats noirs. Voilà, ça a une couleur un petit peu rougeâtre, caramel, c'est une couleur très gourmande en fait. La couleur va dépendre de la couleur des fèves originelles et puis ensuite de ça, en effet, l'ajout de lait vient forcément éclaircir
la couleur du chocolat. Donc j'apprécie la signature de la tablette avec un moule sur mesure. C'est vrai que c'est sympa. À quoi vous voyez ça? Là, Ah oui, il y a puisqu'on marqué, n'a pas, le carré pas de les carrés de chocolat, on a chocolat. le Pierre Bismuth. Voilà. Alors, elles sont offertes dans l'exposition Pierre Bismuth. Oui, il paraît. Il paraît qu'elles disparaissent très vite. Là, en fait, j'apprécie l'épaisseur de la tablette et je vois que cette tablette est plutôt fine. Et en fait, l'épaisseur, comme la forme d'une tablette ou d'un moule, va offrir une expérience. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui va... Je dirais que c'est quand même une création artistique. En fait, ça vient donner une patte à l'expérience de dégustation. Donc, après avoir regardé la couleur, je sens, je hume le chocolat. Voilà. Alors, je qu'est-ce qu'on commence. peut en dire? Déjà, de l'odeur, il y a quelque chose à dire ou pas? Bah déjà, ça sent le chocolat. Ça sent le cacao. On n'est pas du tout sur des notes sucrées de vanille ou des choses qu'on peut... des odeurs qu'on pourrait avoir sur un chocolat bas de gamme. Voilà, moi, je sens des notes un peu boisées. Donc, maintenant, je vais déguster pour voir si, aussi au goût, je sens ces notes-là. Alors, en fait, au niveau de la texture, j'ai une granulométrie. Donc, je ne suis pas du tout sur un chocolat lisse, très beurré et très gras. En fait, je suis vraiment sur un chocolat qui a de la mâche. Je sens encore un peu des cristaux de sucre. Donc, ça révèle en fait que ce chocolat-là a été réalisé avec des machines qui sont plutôt de taille petite. Parce qu'en fait, plus les moulins sont petits, moins il y a de perfection en fait dans la granulométrie du chocolat. D'accord. Donc en fait, cette sensation très lisse et très fondante, on l'a beaucoup avec les industriels. Et c'est d'ailleurs, on est habitué à ça. Et du coup, c'est ça, vous le décrivez d'ailleurs presque comme les textures d'un tableau. Dans le grain. C'est pas une peinture à l'huile là. Voilà, d'accord, c'est pas une peinture à l'huile. Il y a une sorte de paysage, de texture qui se dessine à la dégustation. Il y a quelque chose de... Moi, je penserais à une mer un peu agitée. Une mer un peu agitée? Ouais. Au niveau des papilles, il y a du relief, il y a des choses qui arrivent. Et puis du coup, le chocolat reste présent en fait. On a le temps on sent développer ses arômes. Donc au niveau aromatique, en fait, c'est un chocolat qui a une attaque plutôt végétale, un peu boisée. Donc plutôt végétal sec. On n'est pas du tout sur des notes humides ou de mousse, etc., de sous-bois. Donc plutôt herbes séchées, fougères. Et après, j'ai vraiment un joli développement de notes épicées. Donc on est sur les épices douces, je suis sur la cannelle, la fève tonka. Donc c'est hyper gourmand, c'est vraiment comme un chocolat chaud épicé en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un chocolat d'artiste? Qu'il y a un art en tout cas du chocolat? Récemment, j'ai dégusté beaucoup de chocolats qui avaient été réalisés justement par ces personnes, ces petits chocolatiers. Oui. Qui commencent à fabriquer à partir des fèves, ce qui n'était pas vraiment commun parce que la majorité des chocolatiers en France achètent de la couverture de chocolat. Donc on achète chez Valrhona, chez Barry Callebaut, chez Belcolade, on a plein de fournisseurs de couverture. Moi-même, j'ai ma marque de chocolat, j'achète des couvertures de chocolat, je ne transforme pas encore mes fèves. Et en fait, quand on rentre dans une démarche de transformation des fèves et qu'on commence à s'équiper, on commence à s'équiper avec des petites machines, d'où justement ces imperfections, mais qui caractérisent ce mouvement. Donc on apprend à aimer et à apprécier le chocolat différemment avec ce mouvement qui arrive. Donc c'est vraiment intéressant en tout cas de le découvrir. Et moi, en fait, quand je déguste une tablette de chocolat, je regarde tout de suite les défauts. Donc les défauts, ça va être évidemment la couleur. C'est-à-dire que si jamais le chocolat est totalement noir, c'est-à-dire que les fèves ont été calcinées et brûlées à la torréfaction. Donc déjà, là, c'est pas le cas. Ensuite de ça, au niveau de l'odorat, on a trop souvent des chocolats qui sentent, voire qui puent la vanille, parce qu'en fait, il y a trop de vanille et c'est de la vanille qui a été rajoutée pour justement souvent camoufler des défauts. Donc du coup, ce que j'apprécie, c'est que là, j'avais vraiment une odeur de chocolat de cacao authentique, avec déjà des notes boisées au nez, quelque chose de très peu sucré au nez. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a transportée dans cette origine-là. Et ce qui est agréable, c'est déjà il y a un développement aromatique, c'est-à-dire que c'est un chocolat qui est complexe. Oui. Il y a une attaque, je ne sais pas si vous l'avez senti sur le côté végétal, c'est ce que j'ai ressenti. Après, chacun peut en avoir son interprétation. Mais j'ai senti vraiment cette attaque végétale avec ce développement sur les notes épicées, épices douces.
Et il y a ce côté gourmand, ce côté vraiment qui nous transporte. Ce chocolat, en fait, il nous prend la main, il nous emmène quelque part. Et je trouve que c'est une balade qui est agréable. Et voilà, on a voyagé au Congo, j'étais ravie, merci. Sélectionner comme ça des fèves de très bonne qualité, voilà, c'est un certain prix et c'est pas du tout le prix qu'achètent les grands industriels. Il y a toute une démarche de façonnage et de fabrication de ces tablettes qui est vraiment très réussie. Voilà, c'est pas brûlé, c'est agréable en bouche, le chocolat fond. Enfin, j'ai goûté des choses vraiment où c'était pas aussi bon en fait. Enfin, en tout cas, pas aussi bien réalisé. Donc là, vraiment, je suis assez admirative, voire très admirative du travail qui a été fait. Et puis, on se régale, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des chocolats intéressants, ce sont des cacaos intéressants, et ils nous proposent vraiment des expériences gustatives qui sont, pour moi, luxueuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces goûts-là en grande surface, et si jamais on veut s'offrir une belle tablette, déjà, tous les chocolatiers ne le proposent pas, et puis ça coûte cher. Donc, offrir ça à l'exposition, je trouve que voilà, vous gâtez beaucoup les visiteurs. Ce mot intéressant, ça va lui plaire parce que je crois que quand il cuisine, il aime bien dire qu'un plat n'est ni bon ni mauvais, mais intéressant ou pas. Alors là, c'est un chocolat intéressant. Ah bah oui, passionnant. Merci beaucoup, Victoire. Vous en reprenez un petit peu. Bah, je vais goûter quand même le Tanzanie. Sinon, je repars avec. Hein. Nous voici de retour après l'entretien et le test du chocolat Pierre Bismuth par la chocologue Finasse de Vilaine. Et on se retrouve sur le plateau donc, de la petite salle pour ce deuxième temps du mensuel, toujours avec l'artiste Pierre Bismuth à l'occasion de son exposition au sein du Musée national d'art moderne, et avec nos deux invités, Pauline Marie, historienne d'art, notamment spécialiste des rapports entre cinéma et art. Et on est évidemment heureux par le biais de cette invitation de solliciter des regards aussi nouveaux sur l'œuvre de Pierre Bismuth. Et puis Hans Theys, qui lui connaît bien l'œuvre de Pierre Bismuth depuis longtemps, et qui connaît Pierre Bismuth depuis longtemps, qui est philosophe, auteur, critique d'art, professeur d'histoire de l'art aux académies de Gand et d'Anvers, donc en Belgique. Alors, peut-être juste avant d'ouvrir la parole à nos invités et de voir comment eux, ils regardent, je dirais, la démarche de Pierre. Peut-être, Pierre, quand même, un petit commentaire, finalement, sur le test de la chocologue ou de la chocolatologue, puisque Jean-Pierre Criqui proposait qu'on rectifie. C'est moins moche. C'est moins moche. Chocologue, c'est pas très beau. Chocolatologue, c'est mieux. Il me semble. Hein. Bon, alors... C'est déjà pas mal comme appréciation. Elle est bien. Elle se trompe. Alors... Bon, elle est bien d'abord. Oui, non, c'est très bien. Elle a fait une bonne analyse. Elle avait 4 chocolats. C'est dommage, elle a commencé par Congo, qui est sans doute le moins intéressant des 4. Mais c'est pas grave, elle a goûté les autres après. Mais elle se trompe sur une chose, sur la granulométrie. Et ce n'est pas un défaut technique, c'est un choix. Parce qu'en réalité, plus on augmente le broyage et plus on augmente l'onctuosité du chocolat, mais plus on perd en saveur. Et donc, il faut choisir. Elle a raison d'ailleurs sur une chose, c'est que c'est des moyennement grosses machines, c'est pas des très grosses machines. Les grands chocolatiers tournent avec des machines qui font 3 tonnes, et là, c'est des machines qui font 80 kilos de chocolat maximum, des plus petites, donc c'est des petites machines. Mais par contre, c'est qu'une question de temps. Là, je crois que c'est des chocolats, on a tourné... ça tournait 48 heures de broyage, mais si on tourne 72 heures, on a un truc complètement fluide. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a entendu aussi de son commentaire, au fond, par rapport à votre travail, Pierre Bismuth, c'est au fond, justement, l'extrême technicité de ce produit. C'est-à-dire que on voit bien, vous dites, on fait du papier peint, je ne m'étais jamais intéressé au papier peint, ou voilà, etc. Et là, évidemment, ce n'est pas une pratique d'atelier, puisque finalement, on le fait faire, le chocolat. Mais en fait... Non, c'est une pratique d'atelier. Alors voilà, mais, non, oui, mais au sens où vous n'êtes pas un artisan, vous n'êtes pas faire non, mais j'ai ma broyeuse. Ah ben voilà. Non, c'est tout à fait une pratique d'atelier. C'est là que ça devient une pratique artistique et que ça devient avec une extrême technicité sur le produit. Oui, non, tout à fait. J'ai ma broyeuse et pendant 2 ans, j'ai broyé mon chocolat en changeant le taux de sucre, de lait, parce qu'à chaque fois le lait étant sucré, si on met plus de lait, on a besoin de moins de sucre, etc. Donc non, c'était
c'est le travail quotidien. Ah, ça, c'est rentré dans l'atelier. Ah oui, complètement, sauf que l'atelier est dans la cuisine. Alors, on va donc solliciter comme ça les regards. Peut-être tout simplement commencer par vous, Pauline Marie. On est ravis de vous accueillir à nouveau au sein du mensuel, du Centre Pompidou. Et donc, vous, comment vous avez justement regardé la rétrospective de Pierre Bismuth au sein du musée? Qu'est-ce qui vous a retenu? Bonjour, déjà, je suis ravie d'être là, on m'entend. Alors la première impression d'ensemble, je pense qu'il faut commencer par dire les choses simplement, c'est le sentiment de pénétrer dans l'art avec par l'apport de l'enfance, qui avait vraiment un rapport de plaisir et de recherche, de plaisir des yeux, des sens, et y compris dans la perception. Je pense notamment au livre de la jungle, où en fait, je pense qu'on en est tous là, on a dû voir ce dessin animé quand on était, enfin pour ma génération en tout cas, quand j'étais enfant, et je me suis rendu compte que quand je regardais ces dessins animés quand j'étais enfant, j'y comprenais rien, je regardais surtout l'image, il y avait une sorte d'hypnotisation de l'image, et là finalement c'était la même expérience qui était reconduite ou proposée, puisqu'il y avait tous ces animaux qui parlaient dans des langues différentes, donc j'étais de nouveau hypnotisée par cette exposition que j'ai trouvée vraiment très, très fine sur le plan de l'illusion et du trompe-l'œil. Voilà, c'est le premier mot d'introduction. Le Jungle Book, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les versions parce que j'étais devenu le parrain d'une petite fille en Hollande et elle était coincée sur Blanche-Neige et alors elle regardait le même film. Dès que le film était terminé, elle remettait la vidéo. Je me suis dit qu'il fallait la décoincer avec un autre Walt Disney. Et moi, mon souvenir d'enfance, c'était le Jungle Book. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je lui achète le Jungle Book. Et puis, je ne savais pas si je devais lui acheter en français, la version que j'avais vue quand j'étais petit, en anglais, la version originale, ou en hollandais. Et puis, je me suis dit, j'achète les trois et puis je déciderai au dernier moment. Et en regardant les trois, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Ça ne donnait pas du tout la même sensation. Alors je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, il faudrait peut-être que j'achète l'italien. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que chaque animal du livre de la jungle parle sa langue, ce qui ramène aussi le film à un état de jungle. Exactement. Mais et sur ce que disait juste Pauline Marie, sur ce côté d'enfance en quelque sorte. C'est pas une notion qui... C'est marrant, il y a des choses. Plaisir, enfance, gourmand, sont pas des notions qui me concernent beaucoup. C'est pas que je refuse, hein, mais c'est vrai que j'y pense pas souvent. Alors, Hans Thees, vous qui connaissez bien davantage l'œuvre de Pierre Bismuth que Pauline Marie, on a sollicité Pauline pour qu'elle vienne aussi la découvrir. Vous, comment vous, premier regard en quelque sorte sur cette exposition? J'ai trouvé admirable l'exposition, voilà. Magnifique, plaisant, excitant, surprenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a surpris par exemple? La cohésion, la cohérence. Parce que dans mon cas, on dit qu'on est amis depuis 30 ans, mais ce n'est pas vraiment vrai. On s'est connus pendant 10 minutes il y a 30 ans. Et pendant ces 10 minutes, il m'a fait jouer dans des films sans images, par exemple. Il m'a invité à rendre visite à des expositions à Montpellier, à Tours. Il m'a toujours offert des billets d'avion pour ce faire. Oui, des chambres d'hôtel. Et il a été toujours très généreux. Il a cuisiné pour moi de la fenouil. Ça fait plus que 10 minutes. De la fenouil avec des raisins de Corinthe et du coriandre. Et maintenant, en revoyant son travail 30 années plus tard, tout d'un coup, j'ai compris plus ou moins ce qu'il faisait. Et pour moi, le plus fascinant, c'était de me rendre compte du fait que c'était vraiment impossible de comprendre ce qu'il faisait il y a 30 ans, alors que cette cohérence était déjà là. Ça a pris 30 ans pour l'œuvre de se former et de créer tous ces liens entre ces œuvres qu'on peut voir aujourd'hui.
Ça, c'est ce qui m'a frappé le plus. Donc l'avantage de mon âge, de notre âge, ou du fait qu'on se connaît depuis si longtemps, c'est qu'on a eu l'occasion de voir naître une œuvre, malgré l'artiste presque, je dirais. La cohésion d'une œuvre dont le paysage reste assez composite. C'est vrai que par les textures, par les médiums, par les démarches aussi à chaque fois très singulières. C'est vrai que comment ça se construit cette cohésion-là? Enfin, D'abord, ouais, ça me fait plaisir évidemment d'entendre ça parce que j'ai souffert pendant très longtemps du fait, comme mon œuvre est formellement très variée, de savoir que c'est cohérent, c'est déjà agréable. Parce qu'effectivement, je crois que la forme m'intéresse. Mais je ne suis pas monomaniaque sur la forme. Il n'y a pas une forme qui m'intéresse plus qu'une autre. Et je m'intéresse principalement à la méthode. Or, effectivement, ce que dit Hans, c'est que dans la méthode, il y a une cohérence qui fait que maintenant, il arrive à voir effectivement le lien qu'il y a entre toutes ces pièces, qui est, encore une fois, très agréable à entendre pour moi. Alors, on continue, peut-être, Pauline, on continue le tour, en quelque sorte, sur d'autres impressions ou d'autres idées, en quelque sorte, qui émanent de cette visite d'expo. On voulait qu'on parle un peu de cinéma ? Oui, par exemple. Alors, moi, en effet, je vais sûrement avoir une approche beaucoup moins précise que la vôtre et peut-être un peu plus de l'ordre de la projection. Pour dire une idée comme ça, puisque c'est ce que vous me demandez, d'impression d'ensemble sur l'exposition, il y a la notion de caméo qui m'est venue à l'esprit en lien avec le cinéma. Et vous me direz, Pierre Bismuth, si ça vous parle. Il faut expliquer ce que c'est. Alors voilà, donc un caméo, ça peut être un clin d'œil ou une marque, comment dire, d'estime, mais très souvent, c'est l'irruption d'un personnage ou d'une œuvre dans un film, ou en tout cas à un endroit auquel on ne s'attend pas à le trouver. Et j'ai eu le sentiment que cet espace, comme ça, de façon plus ou moins ténue ou flagrante, était rempli, était saturé comme ça de caméos d'artistes. Alors je sais que Jean-Pierre Criqui tout à l'heure a parlé de la notion du nom propre, du patronyme et de la notion voilà, tout simplement du nom d'artiste. Mais par exemple devant la voiture, j'ai eu le sentiment, alors c'est tout à fait subjectif, mais d'un caméo. C'est-à-dire on s'approche, il y a une voiture, et puis il y a les sièges comme ça qui sont recouverts de noms d'artistes, en l'occurrence les artistes du fameux collectionneur. Et selon un procédé un peu du Champien, d'une pensée magique ou d'un verbe qui vient produire de l'image, j'ai eu ce qui pourrait être une impression mentale un peu similaire à la vôtre, l'idée de s'asseoir sur les artistes. Moi, j'ai eu le surgissement comme ça d'une centaine d'artistes qui seraient dans une même voiture et qui partiraient comme ça dans une virée. Donc j'ai eu le sentiment que c'était un caméo d'artiste dans le champ du cinéma, sachant que la voiture est un archétype du cinéma. Ça m'a fait un peu le même sentiment avec l'affiche de Ed Ruscha avec Clint Eastwood comme personnage principal. Alors évidemment, il y a la ressemblance physique, mais concrètement, si on a le visage de Clint Eastwood et Clint Eastwood écrit en gros, on se dit qu'on est dans le champ du cinéma, et là, paf, il y a Ed Ruscha qui arrive. Pareil, peut-être pour la série, disons la famille d'œuvres, en suivant la main d'eux, monde de l'affiche, du photogramme, du cinéma, et puis l'abstraction gestuelle qui vient forcer un peu les portes, ou ne pas les forcer, peut-être tout simplement les retrouver. Et le petit indice, le petit symbole auquel je m'accroche, mais encore une fois, c'est de pure interprétation, c'est le film tout simplement de The Party avec Peter Sellers, de Black Edwards, où concrètement on est dans un film qui a une réflexion auto-référentielle sur le cinéma, vraiment dans l'univers un peu hollywoodien, et là, paf, des citations d'œuvres qui pourraient être des caméos d'artistes, puisqu'on a des pastiches d'Hélène Frankenthaler dans le film, on a un pastiche de Bridget Riley. Voilà, donc encore une fois, c'est avec ma sensibilité d'historienne qui s'attache au lien entre art et cinéma. Mais ça m'a beaucoup plu. Merci. Pierre, sur ce côté caméo, ce côté... Mais de toute façon, moi, à partir du moment où on regarde le travail en focusant sur le cinéma,
moi, je sais quasiment rien dire parce que mon œuvre touche le cinéma par accident. Et le cinéma, a priori, à part que j'ai été élevé avec la télé et que j'ai vu plein de films par la télévision, le cinéma m'a pas intéressé en soi. Je veux dire, je suis arrivé là par hasard. Et d'ailleurs, je suis arrivé là par une pièce juste avant The Party, qui est présentée dans l'expo. Et mon seul intérêt, à l'époque, j'étais très, très préoccupé. Ça rejoint un peu ce que disait Hans, par les moments où on crée des choses sans s'en rendre compte. J'ai remarqué, d'ailleurs, on a fait une interview récemment avec Hans Stace, où j'explique que à chaque fois que je voulais créer quelque chose d'artistique, j'étais un peu coincé. Et puis dès que je laissais tomber et que je m'occupais d'autre chose, j'étais tout à fait créatif, soudainement. Et donc ça m'intéressait de voir que... Je me suis dit, tiens, il y a plein de moments où on est... Ça revient au titre de l'exposition, donc je répète, malgré le fait que Jean-Pierre avait l'air d'être dubitatif, mais pour moi, c'est important. Le fait que tout le monde soit potentiellement artiste m'intéresse. Je m'intéressais à ces moments où on crée des choses alors qu'on n'a pas l'impression de le faire. Une des premières expériences que j'ai fait à ce sujet, c'était en cliquant de manière automatique sur les mots dans le dictionnaire des synonymes. Et alors, en cliquant d'un synonyme à un synonyme, j'ai me rendu compte que ça faisait quasiment une phrase, ou en tout cas, on partait d'un mot, on arrivait à tout à fait autre chose. Et l'autre expérience, qui est donc une de ces pièces dans l'expo, qui est The Party, où je m'intéressais à la manière dont une dactylo, pris dans une activité assez complexe à faire, c'est-à-dire de devoir décrire un son compliqué, comment finalement elle allait créer un événement qu'on pourrait considérer comme artistique. Ou en tout cas très créatif. Et donc, au moment où je voulais faire cette expérience-là, je n'avais pas encore l'idée d'utiliser un film. Je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire écouter à cette dactylo dans un casque. Et à force de chercher, je me suis dit, un film, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a plein d'événements différents, il y a des changements de temporalité, des flashbacks, etc., des coupures, des montages, de la musique, des paroles, ça c'est bien. D'ailleurs, entre nous, quand j'ai fait cette pièce, mon père qui est médecin m'avait dit qu'en neurologie, les expériences qu'on fait quand on veut mesurer l'activité cérébrale d'un patient, on lui montre un film. Donc c'était dans cette optique-là que je l'avais fait. Et puis, patatras, je me suis retrouvé engagé dans les expos sur le cinéma, où j'avais pas grand-chose à dire à l'époque. Et puis, donc voilà, après, j'ai continué parce que... Il faut accepter. Et puis, cela dit, ça m'intéresse aussi maintenant, mais je veux dire, c'est au départ un accident. Mais j'entends, c'est intéressant d'avoir cette perspective. Sur c'est tout. Hans, Thijs, sur ce que dit Pierre Bismuth, ce qu'on entend, c'est une sorte de dialogue entre la méthode et puis le hasard, d'une certaine manière. C'est-à-dire le jeu aussi à l'intérieur. C'est-à-dire une méthode, mais une méthode qui n'est pas rigide. Qui n'est pas dur. Une relation aussi à un art conceptuel, mais qui est un art conceptuel qui prend des tournures, qui prend des virages, qui prend un peu des formes un peu diverses. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéressent, qui font partie de l'intérêt que vous portez au travail de Pierre Bismuth? Oui, et à l'art en général. Quelqu'un qui veut faire de l'art en imitant de l'art ne fera jamais de l'art. Ça, c'est le problème. Et donc, si on veut artiste, si on a le désir d'être artiste, comme je pense Pierre l'avait au début, on cherche une façon de faire des choses que les autres vont appeler art par après, d'un côté, mais on cherche aussi une forme d'être, une façon de vivre. Et la phrase de Beuys est importante parce que Beuys croyait que pour certains gens, les deux choses vont de pair. Par exemple, lorsqu'un boulanger fait du bon pain, alors il est artiste. Ou lorsque n'importe qui fait son boulot proprement ou convenablement, il va créer du plaisir pour lui-même et pour d'autres gens. Et donc, Pierre, il a, je pense, trouvé deux choses en même temps. Il a trouvé une façon de passer une vie fascinante, pas emmerdante,
Et il a trouvé un chemin pour faire de l'art qui n'aurait jamais existé s'il n'avait pas été là ou s'il n'avait jamais trouvé ce chemin. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est fascinant parce que c'est une façon trouvée par Pierre de créer un art nouveau et que ça part du plaisir. Chaque fois, il cherche du plaisir. Je pense dans la manipulation de certaines possibilités technologiques ou techniques. Donc, quand il a fait la polyéthylène au goût de poulet frit, il a vu la possibilité de le faire dans une usine. Quand il a créé des films qui s'arrêtent lorsque le premier personnage meurt, par exemple Vertigo qui dure alors 2 minutes ou quelque chose comme ça, et puis on voit le générique. Je pense que c'est venu du fait qu'on pouvait monter des films. On ne pouvait pas le faire dans les années 70. À un moment donné, on avait accès à la vidéo et on avait tout d'un coup la possibilité de le faire. Et je pense que souvent, il suit une certaine possibilité. Donc, j'ai vu la broyeuse de chocolat chez lui. Bon, je ne savais pas que c'est une toute petite, elle est comme ça, vous voyez. Je ne savais pas qu'on pouvait se procurer une petite broyeuse de chocolat pour soi-même, mais lui, il le sait. Il l'a dans la cuisine ou dans le living, il joue avec. Donc, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'attention pour les nouvelles possibilités techniques ou technologiques. Ce qui a été le cas de la lithographie au XIXe siècle, les premières photocopieuses, etc. Vous voyez. Oui, parce que je pense que ça c'est vrai pour tous les artistes. D'ailleurs, pour rebondir rapidement à ce que disait Hans, je pense quand on est jeune, on choisit d'être artiste avant de savoir très bien ce qu'on doit faire. Et je pense qu'il y a une période très difficile où on a décidé d'être artiste, mais on est bien emmerdé. Parce qu'on ne sait pas quoi faire exactement. On court un peu derrière l'appellation, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, alors il y a un des moyens, c'est comme dit Hans, c'est de faire un peu ce qu'on voit. Et puis, l'autre possibilité, c'est d'essayer de suivre son intuition, ce qui est très compliqué, parce qu'effectivement, des fois, on a des intuitions sur des choses qui ne se rendent pas vraiment dans le champ de l'art. Et donc, on doit tout le temps être entre ces deux pôles. Et sur ce que dit Hans Leitz à propos d'une forme de vie, c'est-à-dire qu'au fond... non, il parlait de la technique. Alors, il y a la technique, on peut continuer sur le sujet. Non, effectivement, je pense que c'est vrai, tout artiste, il y a un intérêt pour comment est-ce qu'on fait les choses, et c'est par là qu'on commence à développer une intelligence sur un matériau, un procédé. Et c'est comme ça que les idées viennent. C'est pas, je ne crois pas que ça soit une idée sur parler du problème de l'engagement de la France dans la guerre du Rwanda. J'y crois pas. Maintenant, peut-être qu'il y a des artistes qui fonctionnent comme ça, mais je crois pas pour moi en tout cas. C'est d'abord le fait à un moment donné, par accident quasiment, on mélange 2 drapeaux et on se rend compte que ça fait quelque chose de très beau et de très étonnant. Et alors après, on cherche, on se dit, ok, mais alors on essaye de comprendre le sens de ce qu'on a créé un peu spontanément, et c'est comme ça qu'on évolue dans la compréhension de son travail, d'après moi. Oui, mais et c'est aussi au contact de ce regard technique qu'on peut aussi, sinon déjouer. Comment vous, parce qu'il y a cette manière d'être artiste au sein justement de déjouer des industries ou d'essayer de manœuvrer en quelque sorte, ou de manipuler, comme le dit assez justement, de manipuler au sein des industries, que ce soit l'industrie du chocolat, l'industrie du cinéma ou dans d'autres artefacts, je dirais, industriels. Je ne sais pas d'où ça vient, une sorte de... Tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, par exemple, les drapeaux. Le résultat, c'est quand même qu'il y a multiples combinaisons de drapeaux rwandais et français au centre Pompidou. Je trouve ça politiquement magnifique. C'est très fort. En même temps, c'est un jeu esthétique, mais à l'origine, c'est une possibilité de Photoshop. Vous voyez? Donc, il joue avec Photoshop. Il voit que Photoshop lui-même propose des combinaisons de 2 images. Et il suit ça,
et en sort une nouvelle façon, disons, de peut-être un jour mettre des drapeaux mélangés rwandais français au centre Pompidou. Le but n'a jamais été de faire une œuvre d'art politique. Le but n'a jamais été de faire un Ellsworth Kelly avec des emballages de chocolat. Mais toutes ces choses sont venues d'un moment, je pense qu'il a passé en jouant avec Photoshop sur son ordinateur. Toi, tu posais une question sur la manière de détourner. Non, ça posait une question, oui, quand on dit justement jouer avec Photoshop, ou jouer, ça voulait dire aussi de s'insérer en quelque sorte dans des procédures industrielles, de manipuler en quelque sorte des manières de faire des artefacts industriels, et puis de déplacer, parce que c'est ça évidemment qui est aussi intéressant, c'est de créer à l'intérieur de ces objets, de ces artefacts déjà construits, que ce soit le chocolat ou le cinéma, qui ne suscite pas en soi un intérêt, mais où on peut, vous voyez la possibilité, je dirais, d'une démarche, d'un déplacement. En fait, il se passe que quand on commence à s'intéresser à une technique ou à une machine ou à un matériau, on se rend compte immédiatement que la manière dont c'est utilisé, c'est pas exactement ce qu'on aurait fait nous. Ça, c'est vraiment. C'est presque standardisé, mais c'est juste que le premier sentiment qu'on a, c'est tiens, on aurait pu faire ça autrement. Et donc, alors, soit on laisse tomber et on laisse les gens faire comme ça est fait, soit on se dit bon ben alors moi je vais faire ma manière et on va voir ce que ça donne. Il se trouve que pour le chocolat, spontanément, ça rejoint finalement une tendance actuelle, d'après ce qu'elle a dit. Et puis d'autres fois, jamais. Donc, mais ça aussi, c'est le sens même de l'expérimentation. D'expérimenter au contact des techniques. Non, il y avait autre chose que disait... Oui, Hans. Moi, je voulais bien revenir à l'image du caméo. Du caméo. Du caméo, oui. Tu vois, le caméo par excellence, c'est Hitchcock qui apparaît dans ses propres films. Oui, c'est marrant parce que vous avez une définition du caméo que moi je ne connaissais pas. Ah oui, c'est le... Elle est tellement associée à Hitchcock que j'ai donné... Pour moi, le caméo, c'est une personne. Ça peut être aussi un objet. Ouais. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Ça, c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Mais ce que j'aime bien ici, c'est que dans un sens, en fait, Pierre Bismuth apparaît comme caméo dans son exposition, dans son œuvre et dans sa vie aussi. Je pense que vous avez vraiment formulé une très belle approche de son travail. En général, il a essayé de vouloir devenir quelqu'un, peut-être lui-même. Deuxièmement, il a vouloir devenir artiste, vous voyez. Et alors, on voit que maintenant, 30 années plus tard, il apparaît soudainement dans la forme d'un nom d'un chocolat. Et c'est vraiment ça. C'est comme si il crée des apparitions de lui-même dans sa propre vie et dans la nôtre maintenant. Je trouve que vous avez vraiment bien vu. Merci de votre remarque, mais sur cette notion de chocolat, je la prends très au sérieux en fait, du nom qui est associé peut-être le produit qui vous définirait le mieux, mais je parle dans l'objet qualitatif et l'association au nom. Et je me permets cette question, Pierre Bismuth. Est-ce que finalement, c'est pas, comme c'est la seule œuvre comestible, c'est l'œuvre qui est, comment dire, la plus sérieuse, finalement la plus rationnelle, où tout peut s'expliquer, pourquoi tel choix de telle fève, etc. Je me demandais comment dire, est-ce que vous avez conçu toute l'exposition en fonction de ce chocolat qui était à donner en fait au public? Non, je pense que j'ai un peu oublié comment on a fait l'expo. Ça a commencé par le titre, je pense. Mais il n'y avait pas l'idée d'installer la fabrique de chocolat dans l'exposition? Si, il y a un moment d'ailleurs, elle se trompe, la journaliste. Elle dit que elle dit que le chocolat est donné dans l'expo ou est produit dans l'expo? Ah non, donné. Donné. Oui, effectivement, on devait fabriquer le chocolat. Attention, on devait faire tourner des broyeuses de chocolat dans l'expo. Mais je ne sais pas si on comptait... Ah si, c'est vrai, on comptait produire le chocolat. Si. Oui, fabrique de chocolat. Oui, parce qu'effectivement, le premier chocolat que j'ai fait à Bruxelles, en 2019, c'était une édition... Donc, on avait je découvrais la question. Et donc... Jeunesse et Arts Plastiques, qui font des éditions d'artistes, m'ont demandé si je voulais faire une édition et j'ai proposé le chocolat parce que j'avais envie de faire du chocolat depuis longtemps. Et donc, on a fait 100 tablettes avec
un tout petit chocolatier bruxellois qui conche les fèves eux-mêmes. Et donc, j'arrive dans leur fabrique, c'était grand comme mon appartement. Donc je me suis dit, c'est incroyable, on peut faire une fabrique de chocolat dans 50 mètres carrés. Donc je me suis dit, si on peut mettre une fabrique de chocolat dans 50 mètres carrés, on peut la mettre dans 400 mètres carrés dans un musée. Donc. Et donc voilà, donc c'est de là que c'est parti. On voulait produire le chocolat sur place. C'était très compliqué, donc finalement on a abandonné l'idée. C'est potentiellement faisable. Alors non, mais il y avait un aspect qu'a évoqué Ansel qui disait qu'au fond, dans cette manière d'être artiste qui est la vôtre, dans ses démarches, dans ses méthodes, dans ses déplacements, dans ses fabriques, eh bien, il y avait aussi une forme de vie, quoi. Vous trouviez comme ça une forme de vie. Et je me dis en même temps, l'expo, les œuvres, elles sont rarement... elles sont jamais directement personnelles, elles sont jamais directement autobiographiques, elles ont pas. Et puis il y a quand vous les racontez, par contre, il y a des résonances, il y a des échos. Comment ça s'articule pour vous, ça, Pierre Bismuth, la relation au fond avec ces œuvres et puis au fond une manière de vivre par le biais de ces œuvres qui s'ajoutent, je dirais, les unes aux autres et qui forment cette cohésion aussi d'une manière d'être artiste et donc d'une manière d'être au monde. Je suis sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Et c'est en partie parce que j'essaye toujours de me souvenir comment on a commencé à constituer l'exposition. Donc je vais plutôt commencer par là. Je crois l'idée c'était de faire une exposition qui regroupe des œuvres anciennes et des œuvres récentes. Et donc ça s'est organisé dans tous les sens. Et je pense que c'est on comprend ça dans l'expo parce que les liens se font dans plein de sens différents. Et donc ça s'est fait, je crois, de manière organique dans tous les sens. On avait une série des suivants la main droite, et puis aussi parce que c'est lié au titre, parce que tout le monde est artiste, donc même des stars du cinéma, en gros c'était ça. Le chocolat, si tout le monde est artiste, alors les gens qui font du chocolat aussi. Donc l'artiste peut aussi faire du chocolat pour être tout le monde. Donc c'était que des réflexions sur cette question-là. En tout cas, en ce qui me concerne, après, le commissaire, il avait sa méthode à lui, que je ne connais pas, mais ça, c'était ma manière de procéder. Et puis, il y avait l'idée que dans ces dessins de la main droite, c'était aussi comme une méthode elle-même. C'est-à-dire que, parce qu'il y a Lacan, il y a Catherine Deneuve, Sophia Loren, et que c'est au fond des manières de dessiner. Mais il y a ce qui m'intéressait dans cette série, c'est un procédé que j'utilise tout le temps dans mon travail de manière spontanée, j'ai pas besoin d'y réfléchir, c'est de détourner, j'aime le détournement. Et donc, ce qui m'amusait là, c'était que, alors que j'avais des copains qui intégraient le sens du film dans leurs œuvres, moi, je m'en fous royalement de ce que raconte le film, je transforme le film en machine à dessiner. Ce n'est qu'une machine à dessiner. Il y a un jeune garçon, d'ailleurs j'aurais dû prendre son contact parce qu'il a dit un truc très intéressant, il a tout à fait compris. Il a dit, vous pourriez faire... il y a un caractère industriel à cette idée. Je pourrais faire effectivement, et c'est ça que j'ai un peu essayé de faire, tous les films de Marlène Dietrich. En suivant la main droite. Ouais. Tous les films, il a dit, vous pouvez faire tout Netflix. Oui, potentiellement, c'est ça l'idée, c'est de transformer, d'utiliser le cinéma comme machine industrielle à produire du dessin. Et c'était ça l'idée. Donc voilà comment c'est arrivé. Mais je ne sais pas si vous en rendez compte du coup, parce que c'est un vrai fantasme de cinéaste en fait, de transformer le film en machine à dessiner. J'ai vu qu'il y avait vous avez suivi La main donc, de Matisse, j'imagine. Ouais. Je me suis demandé si c'était le film de François Campeau de 1946. Alors moi effectivement j'avais dit à quelqu'un qu'il fallait que je vérifie. J'ai pas retrouvé le DVD encore. Je sais toujours pas quel documentaire j'ai utilisé. Parce que j'ai fait Picasso avec le mystère Picasso. Ah bah voilà. Et Matisse, c'est un truc pas très connu. Et je sais plus ce que c'est. En tout cas, dans le film de François Campeau qui est tourné en 1946, il y a un ralenti sur La main de Matisse. Et d'ailleurs, Matisse a dit qu'il a été terrifiant en revoyant le film, en fait, qu'il avait eu une sorte de syndrome d'anxiété parce qu'il n'avait pas reconnu sa main. Il s'est demandé, mais cette main qui n'en finit plus de peindre et qui continue comme ça. Et c'est vrai que là, vous parlez de Clouzot et du mystère Picasso. Et au fond, beaucoup les cinéastes de la Nouvelle Vague et les grands cinéastes ont eu ce fantasme
en tout cas, cette espèce de manque, là, si on est un peu dans le registre psychanalytique, de se dire, on a, en tant que cinéaste, la caméra et avec elle, on peut enregistrer le monde, mais on n'a pas de main, finalement, il nous manque la main. Et Clouzot s'amuse à filmer la main de Picasso, mais à lui reprendre aussi, puisqu'il lui fait filmer, il lui fait dessiner derrière un papier traversant, ce qui fait que d'un seul coup, on ne voit plus la main de Picasso. Donc c'est comme par une sorte de pouvoir magique, comme ça, cette main qu'il rêve d'avoir, il la reprend à lui. Et j'ai trouvé que c'était une formidable solution de continuité, probablement involontaire, que vous proposez, où en effet, il y a la méthode et toutes ces dimensions critiques ou de commentaires sur l'abstraction gestuelle, mais aussi ce fantasme, cette obsession des cinéastes, où d'un coup, en effet, on va peindre à l'écran, mais de façon, je veux dire, à égalité avec le geste de l'acteur qui peint à l'écran et tout simplement les peintres qui peuvent dessiner, en fait. Enfin, voilà. D'ailleurs, au départ, cette série, c'était que le dessin qui m'intéressait. J'étais le seul à trouver ça intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire, il n'y avait que le dessin qui m'intéressait. Je faisais tout le film, et comme la pièce de l'entrée de l'expo, il y avait ce gribouillis que moi je trouvais excellent, sachant que c'était Marlène Dietrich, où ça jouait évidemment sur la signature de la star qu'il avait dessinée, mais ça n'intéressait pas beaucoup. Ça n'a commencé à intéresser que c'est-à-dire qu'au moment où je faisais le dessin, et je me rendais compte, j'aime bien faire des photos du processus de travail, et au moment où je faisais le dessin, je me suis rendu compte que j'étais quand même en train d'effacer le film aussi en même temps. Parce que plus je dessine, moins je vois derrière. C'est assez compliqué d'ailleurs. Oui, parce que un film que vous avez offert de Pierrot le Fou qui devait s'effacer aussi, non? Avec un aimant. Ah oui, ça c'est une autre histoire. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais donc je trouvais que c'était intéressant qu'en essayant de suivre la main de l'actrice, j'étais en train d'effacer le film derrière le marqueur. Et en prenant des photos du processus, je me suis dit merde, c'est pas mal aussi avec la gueule de l'actrice derrière. Moi, ça me posait un problème parce que cette idée de jouer sur l'expression du visage, je trouve ça un peu facile, mais quand même c'était intéressant. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé avec. D'ailleurs, moi, du coup, j'ai mon interprétation, le lien avec la psychanalyse, les œuvres où je suis tout le film. Pour moi, c'est les séances freudiennes à durée fixe. Et puis celles où je suis la main jusqu'au moment où l'image m'intéresse, qui sont c'est les séances lacaniennes. C'est Lacan qui avait l'art de faire des séances plus brèves. Et c'est d'autant plus vrai que plus j'en fais, plus je m'arrête court. C'est-à-dire, en gros, il y en a une ou deux dans l'exposition où après 2 minutes de film, je trouve qu'il y a suffisamment de traits, ça suffit. Donc les séances de Lacan qui devenaient de plus en plus courtes, selon l'histoire. Un dernier point, c'est que quand même ce qu'on entend par rapport à ce que dit Pauline et ce qui se dit à propos du cinéma, malgré le fait que vous disiez au fond, ce qu'on entend quand même, c'est qu'un des points communs, qu'à un moment donné vous touchez aussi avec une génération d'artistes qui était la vôtre, qui a investi aussi, peut-être plus sérieusement, en s'intéressant vraiment au cinéma au point de départ, mais même si ça vous intéresse. Non, je dirais même que je suis quasiment le seul qui ne s'intéressait pas au cinéma de cette génération, quand on pense à Douglas Gordon et à d'autres. Oui, mais un des points communs, c'est cette manière de déborder le film, de ne pas l'enfermer dans la cinémathèque et de dire qu'au fond, ça peut être aussi une partition, ça peut servir aussi à faire autre chose. Enfin, c'est aussi cette manière d'ouvrir, je dirais, le cinéma, de ne pas le garder dans le temple, je dirais, de la cinémathèque, et puis d'en voir des potentialités artistiques énormes. Et ça fait quand même partie d'un moment, en quelque sorte, qui a été très fort dans les relations entre art et cinéma, mais auquel vous avez contribué involontairement. Alors peut-être c'est sur cette fin involontaire, on va peut-être arrêter l'émission à la manière d'une séance lacanienne. On va interrompre soudainement le mensuel. En tout cas, je voulais évidemment vous remercier, Pauline Marie, Hans Theys, d'être venu nous porter vos regards comme ça sur l'exposition de Pierre Bismuth. Merci encore à Jean-Pierre Criqui, à Mathilde Serrel, à notre chocologue, à toute l'équipe du Centre Pompidou, l'équipe technique de la Régie des Salles et de l'audiovisuel, et puis à Romain Lacroix qui m'a aidé à monter ce mensuel. Et puis la prochaine fois, on se retrouve pour un mensuel dans un mois. À bientôt. Au revoir.